Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce plateau pour une émission spéciale INSERM et Innovation. Quelles sont les principales innovations développées par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ces dernières années? Quelles sont les professions à l'origine de ces grandes découvertes qui changent notre quotidien? Pour répondre à toutes ces questions et bien d'autres encore, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau 3 invités prestigieux. Ils ont tous et toutes un point commun, ils sont primés pour leur recherche et pour leur talent exercé au sein de l'INSERM. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau donc Didier Le Tourneur. Bonjour. Alors Didier Le Tourneur, vous êtes, et je lis mes fiches parce que c'est précis, directeur du laboratoire de recherche vasculaire translationnelle CNRS INSERM. Tout à fait. Translationnel, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on veut faire le transfert de nos produits de recherche vers les patients. Et vous avez aussi, comme je le disais tout à l'heure, été primé. Le 24 mars 2016, vous avez reçu le prix George Winter. C'est la plus haute distinction européenne dans le domaine des biomatériaux. Tout à fait. En 2 mots. Effectivement, c'est une récompense, un chercheur dans le monde qui est primé pour ses travaux et sa carrière dans le domaine des biomatériaux. À vos côtés, une autre chercheuse, elle aussi primée, Sophie Allard. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable du plateau technique d'imagerie cellulaire du Centre de physiopathologie de Toulouse-Purpan INSERM CNRS. Oui. J'ai tout bon? Oui, absolument. Et vous aussi, vous avez été primé. D'abord, vous avez contribué, je le rappelle, à la recherche autour du virus Zika que vous avez identifié à l'intérieur des spermatozoïdes. Oui, j'ai contribué à cette étude, mais en équipe, donc j'ai juste Bien apporté. Sûr. Mais vous avez aussi reçu un prix qui est le prix de l'innovation 2017. C'était un grand honneur pour moi et une grande reconnaissance de notre métier d'ingénieur à l'INSERM. Voilà. Voilà. Et cette innovation, quelle est-elle? Alors, c'était en récompense d'une innovation que j'ai adaptée sur mon plateau technique, qui est un plateau de microscopie de fluorescence au service de la communauté scientifique et sur lequel j'avais implanté un microscope innovant de super résolution, et ce qui a permis de visualiser le virus Zika à l'intérieur des spermatozoïdes humains et d'alimenter l'hypothèse de sa transmission lors de la fécondation. Voilà. À vos côtés, une toute jeune chercheuse, Claire Rabu, puisque vous êtes doctorante à l'Institut Langevin dans l'équipe Ondes et Images. Oui, tout à fait. Et vous aussi, vous avez reçu un prix, puisque vous avez reçu le prix 2017 Best Student Paper Award dans la catégorie Medical Ultrasonics. Oui, tout à fait. En quelques mots, c'était quoi cette innovation, ce prix? C'était au sujet dans mon laboratoire, du coup, on développe des systèmes d'imagerie pour le cerveau. Et j'ai développé avec mon équipe un système d'imagerie en 3 dimensions pour le cerveau. Et c'était où ce prix? C'était à Washington. Donc vous avez voyagé. Voilà, donc on voyage quand on est doctorant. Parfait. Avant d'en savoir plus sur vos innovations, sur vos recherches, sur vos méthodes de travail, je vous propose de découvrir en images l'INSERM. L'INSERM, c'est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Son objectif, améliorer la santé de tous. Acteur majeur des grandes avancées médicales comme la première fécondation in vitro, l'identification du virus du sida ou la thérapie génique, l'Institut participe à la recherche depuis plus de 50 ans. Du laboratoire de recherche au lit du patient, 15 000 chercheurs, ingénieurs, techniciens et personnels administratifs innovent chaque jour au service du progrès des connaissances sur le vivant et sur les maladies, de l'innovation dans les traitements et de la santé publique. Premier organisme de recherche biomédicale en Europe et 2e au monde, l'INSERM, c'est plus de 350 structures de recherche, 9 instituts thématiques, 12 000 publications par an, 1550 brevets déposés, 2 prix Nobel, 3 prix Lasker, engagés pour l'avenir. L'INSERM, la science pour la santé. Alors Didier Le Tourneur, l'INSERM et l'innovation, c'est une longue histoire, on l'a bien compris dans la vidéo. Il était question de fécondation in vitro, d'identification du virus du sida ou de la thérapie génique. Mais l'INSERM, c'est bien d'autres innovations. Sur lesquelles travaillez-vous en ce moment? Alors, mes programmes de recherche concernent principalement le développement de biomatériaux. Biomatériaux, ça veut dire pour le public souvent des prothèses. Vous avez entendu parler de prothèses de genoux, de hanches. Je travaille principalement sur les prothèses vasculaires, ce qui va permettre de remplacer des vaisseaux. Donc c'est un des sujets principaux, avec les prothèses aussi orthopédiques, qui permettent de régénérer de l'os.
Une autre activité concerne l'imagerie pour le suivi de l'implantation de ces prothèses, mais aussi pour le développement des produits qui vont permettre de visualiser, de faire un diagnostic de ce qui se passe au sein du corps en ayant ingéré ce produit et le visualiser par des techniques d'imagerie. Vous, au quotidien, ça représente des innovations sur une année qui sont nombreuses, qui sont quantifiables ou... Alors en fait, on est un gros laboratoire, plus de 200 personnes, et donc il y a plusieurs projets, on pourrait dire une 50aine de projets qui ont des durées de vie et des activités qui s'étalent de 3, 4, 5, 10, 20 ans. Et donc il y a plein de projets qui sont toujours en action, et puis certains qui voient la concrétisation, et donc on en est très fiers. Donc, et des nouveaux qui arrivent continuellement, et donc c'est l'activité d'un laboratoire de recherche. Donc ça veut dire que sans le savoir, nous bénéficions d'avancées et d'innovations INSERM dans notre quotidien. Tout à fait. Il y a plein de domaines où il y a une concrétisation. Alors, ça a des concrétisations dans le diagnostic pour savoir si vous êtes malade ou si vous n'êtes pas malade ou si vous êtes guéri. Donc, il y a plein de suivis diagnostiques. On fait des dosages sanguins et on mesure des marqueurs et on va suivre votre traitement de cette façon-là. Et puis, il y a des interventions. Donc, on délivre des médicaments et des médicaments qui ont été évalués par des chercheurs INSERM et d'autres chercheurs, mais l'INSERM y a quelquefois contribué. Et puis, il y a des nouvelles évolutions, des nouvelles thérapies et des nouvelles méthodes qui sont développées au sein de l'INSERM. Et ça fait partie de l'histoire de l'INSERM et qui continue. Alors, qui continue grâce, par exemple, à Sophie Allard. Vous innovez, vous, en permanence. Qu'est-ce qui fait un bon chercheur qui innove? Quels sont les talents et les compétences à avoir? Alors, les talents et les compétences seraient la passion, la curiosité scientifique et interdisciplinaire, parce que les innovations dans mon métier d'ingénieur proviennent de beaucoup de disciplines, la chimie, la physique, l'instrumentation, la biologie aussi. Donc, il faut être curieux et discuter avec beaucoup d'interlocuteurs différents pour avancer ensemble. Et vous arrivez à vous comprendre entre on compétences? Essaye, on y arrive, oui, parfois, pas toujours, mais oui, on y arrive quand même. Quel est le secret de la découverte? C'est la patience, la passion, les moyens? Le secret pour moi de la découverte, c'est le travail d'équipe. C'est-à-dire que rien ne se fait seul. On n'avance que ensemble et avec des compétences et une richesse de tous, complémentaire. Ouais. Alors à vos côtés, Claire Rabu, vous lancez finalement dans la recherche, puisque ça fait assez peu de temps. Oui, tout à fait. Je suis une apprentie chercheuse, on va dire. Ça fait combien de temps que vous avez débuté? Là, je suis à la fin de la deuxième année de doctorat, donc ça fait 2 ans que j'ai commencé mon doctorat et que je travaille au laboratoire. Et pourtant, vous avez déjà trouvé? C'est ce que disait Madame Allard, c'est que la recherche, c'est pas du tout un travail, le résultat d'une seule personne, et c'est toute une équipe, et donc il y a des projets sur plusieurs années, donc nous, en tant que doctorants, on arrive, il y a déjà du travail qui est mis en place, et on continue, on contribue un petit peu, on propose, on est supervisé, donc le doctorant en fait a un superviseur qui est là pour nous encadrer, nous montrer dans quelle direction regarder. Non mais vous êtes modeste, mais vous, à titre personnel, quelle est votre valeur ajoutée? Dites-nous un peu ce que vous avez apporté à votre équipe. Vraiment, pour moi, il n'y a pas de travail personnel sans équipe. Donc, j'ai eu la chance d'avoir travaillé avec les bonnes personnes. Je vous assure qu'il n'y a pas de... Et c'est ça qui est génial, en fait. C'est-à-dire que, autant, je pense qu'il y a sûrement des personnes qui sont très, très intelligentes, mais si elles travaillent toutes seules, elles n'y arriveront à rien. Alors que si on est plein de passionnés, et qu'on a envie en fait d'arriver au même but, et c'est finalement ça qui fait avancer les choses, qui fait avancer vite. Alors, vous êtes un peu modeste, vous avez apporté un objet. Alors est-ce que vous pouvez nous le montrer, nous expliquer ce que vous faites? Parce qu'on a l'impression là que c'est carrément du bricolage. On est dans le domaine du géotrouve-tout là. C'est tout à fait ça. Et c'est ça qui est passionnant en fait. C'est qu'on tâtonne, on essaye. Et... Alors là par exemple, vous avez donc ça c'est une sonde échographique. Donc je vous ai dit que je fais de l'imagerie échographique. J'ai travaillé sur l'imagerie en 3 dimensions. Et là, en fait, on va tout réduire. On va essayer d'aller travailler, donc c'est de la 2 dimensions, mais sur le petit animal. Donc l'intérêt de travailler sur le petit animal, c'est qu'on peut regarder des modèles de médicaments, voir comment un médicament évolue. Donc moi, je travaille dans le cerveau, donc c'est aller voir le cerveau d'un petit animal. Et idéalement, on aimerait le voir dans les conditions naturelles de l'animal, c'est-à-dire quand il bouge, quand il évolue. On n'a pas envie de l'endormir. Et donc, en fait... il a été développé avec le laboratoire et d'autres partenariats, des sondes un peu miniatures.
et on les accroche à des petits chapeaux sur les animaux. Et après, les animaux se baladent avec, et nous, en tant que doctorants, on essaye d'aller regarder ce qu'on peut voir dans le cerveau, qu'est-ce qu'on y comprend. Mais vous, qu'est-ce que vous avez apporté à cette machine ? Alors cette machine, moi je travaille à développer alors le système d'imagerie. Donc la sonde est ici et en fait à envoyer, parce que finalement un ordinateur ça a besoin d'avoir des commandes et nous on crée les commandes. On dit à l'ordinateur envoie tel signal, on récupère le signal, on essaie de créer les commandes pour récupérer le signal. Et donc tout ça en fait ça doit être géré par, comme ça n'existe pas avant, c'est nous qui créons. Donc vous perfectionnez la machine sans cesse. C'est ça. En fait, on crée des nouvelles machines avec des matériaux qu'on commande, qu'on imagine, et ensuite on les crée, les matériaux. Et donc voilà. Donc c'est vraiment dit je trouve tout, et après on regarde ce qu'on a, et on essaye de se demander, de comprendre ce qu'on a devant nous. Et c'est un processus de l'imagination du modèle au résultat et à regarder voilà, qu'est-ce qu'on voit. Sophie Herbier, vous retrouvez dans les propos, Sophie Allard, pardon, vous retrouvez dans les propos de Claire Rabu, dans cette espèce de passion qui l'habite et le moteur qui est celui de vouloir découvrir. Oui, tout à fait, c'est-à-dire quand elle décrit le fait d'essayer, de trouver, de réessayer, de contourner, oui c'est toujours ça. Nous on a exactement la même approche en microscopie, c'est-à-dire qu'il faut toujours s'adapter à l'échantillon que l'on a, puisque c'est très très différent. Par exemple, un cerveau de souris qu'il faut maintenir vivant, on l'explante. On essaie de le maintenir vivant toute une après-midi. Il faut l'environner, il faut trouver des méthodes pour qu'il ne bouge pas. Voilà, je retrouve tout un petit peu. Et nous, c'est un peu l'innovation qu'on apporte aussi au niveau méthodologique. L'innovation, elle n'est pas seulement technologique, elle est aussi méthodologique. Donc oui, je me retrouve bien dans cette approche. Et Didier Le Tourneur, vous, qu'est-ce qui, je dirais, vous fait avancer ? C'est l'idée d'œuvrer pour le bienfait de l'humanité ? Effectivement, c'est une motivation qui vient, comme on vient de le voir, qui vient alimenter cette passion au jour le jour, cette passion et cet engouement du chercheur et de l'équipe et tout cet environnement qui nous amène à travailler. C'est aussi un message qu'il faut avoir. Le travail est crucial dans cette étape. Il faut des idées, mais ensuite il faut les concrétiser. Donc tout le monde peut avoir des idées, mais ensuite il va falloir les concrétiser. Et l'idée, c'est de les concrétiser jusqu'à l'application finale. Et quand on est dans ce domaine, on a absolument besoin et envie que ça soit appliqué, que ça soit utile. Alors quand on peut réaliser des produits ou des sondes comme cela, on a envie que ça soit applicable. Alors ça peut être applicable pour faire de l'imagerie, pour faire de l'expérimentation, ça peut être aussi applicable chez les gens, chez les patients. Et donc ça, c'est aussi intéressant quand on a créé un produit, il se concrétise et il est utilisé chez l'homme. En tout cas, dans les travaux qu'on fait, c'est ce qui nous motive aussi énormément. Oui, c'est la concrétisation qui vous motive, Sophie Allard, parce que ça fait quand même près de 25 ans que vous travaillez et vous êtes encore toujours aussi passionnée. Oui, ça fait 25 ans que je travaille à l'INSERM, mais je dirais que oui, je suis toujours aussi passionnée parce que tout évolue très très vite. Les journées ne sont jamais les mêmes, tout change. Les objets, les échantillons, les technologies, il faut s'adapter en permanence. Donc on n'a pas le temps de s'ennuyer et c'est passionnant, c'est fascinant même. Parce que vous avez fait une découverte majeure, rappelez un peu nous cette découverte majeure, qui est de trouver le virus Zika à l'intérieur d'un spermatozoïde. Oui. Vous avez su que vous alliez trouver. Comment s'est passé le processus de découverte ? Est-ce que ça arrive comme ça Non, je n'ai pas découvert. Non, j'ai contribué à découvrir la présence de ce virus à l'intérieur des spermatozoïdes humains. Le projet provenait d'une équipe de recherche avec laquelle je collabore et l'hôpital Purpan. Alors moi, j'ai apporté l'outil technologique qui a permis cette avancée majeure. Voilà. Mais vous la sentez arriver, la découverte ? Comment ? C'est un ensemble de choses qui ont fait que moi j'ai implanté cet équipement, puis il y a eu tout d'un coup ce projet qui est arrivé et en 2 mois, on avait apporté cette preuve du virus à l'intérieur des spermatozoïdes. Donc c'est une concomitance de situations qui a fait ça. Ouais. Est-ce que ça veut dire que le temps de recherche, d'innovation, de découverte est long ou rapide ou il n'y a pas de règle finalement ? Oui, je pense que je dirais que parfois c'est extrêmement rapide et parfois extrêmement long. Et ça peut être, les deux. Et il ne faut pas se décourager.
et c'est pas facile. Mais quand on trouve, on est tellement content que c'est vraiment une grande joie et un grand bonheur. Et ouais, le truc, c'est de ne pas se décourager, essayer, contourner, discuter, voilà. Et une fois qu'on a trouvé, on est heureux, vous le dites, mais il faut se remettre sur d'autres recherches. Ah, on a toujours, comment est-ce qu'on fait pour à chaque fois relancer? Nous avons toujours du grain à moudre. Justement, la petite difficulté, c'est de rester focalisé et de ne pas aller se disperser parce qu'il y a tellement de choses intéressantes. Et justement, comment on fait pour chercher. rester focalisé? C'est vous qui dirigez toutes ces équipes de manière, je dirais, globale, même si ce n'est pas évidemment ni Claire ni Sophie, mais comment on fait pour maintenir, je dirais, cette passion, ce moteur de recherche? La première chose, c'est les personnes qui travaillent dedans. Ils sont tous passionnés. Et donc, ceux qui vont venir au laboratoire viendront avec cette passion. Alors, bien sûr, il faut l'entretenir, il faut lui donner les bonnes conditions, les moyens, l'environnement technologique, les outils qui vont permettre de le faire, les moyens qui vont permettre d'avancer financièrement pour développer ce projet, les évolutions de carrière, les évolutions du sujet, les aléas de la recherche, des découvertes ou des non-découvertes. Et donc, c'est ça qui va permettre de faire avancer les choses et de travailler en équipe. Quand on dit qu'on fait une découverte rapidement, c'est qu'elle était basée sur déjà des choses existantes. Et l'opportunité d'avoir déjà des choses existantes, des technologies existantes, des connaissances existantes, c'est ça qui permet de faire avancer et de trouver. Quand on trouve, on n'est pas tout seul à l'avoir trouvé, c'est qu'on avait déjà les éléments. Et les éléments, c'est de la connaissance qu'il a fallu avoir, des technologies qu'il a fallu avoir, au bon endroit, avec les bonnes personnes qui sont avec un état d'esprit ouvert et qui veulent travailler dessus et qui ont le déclic en disant « si on faisait ça, peut-être on y arrivera ». Et d'ailleurs, vous êtes sur le point de faire une découverte sur le plateau, là. Vous avez amené quelque chose qui peut-être contribue à la cicatrisation. Pas cela, pas cela. Ah, c'est quoi alors? Qu'est-ce que vous avez amené sur le plateau? Comme exemple, c'était des prothèses vasculaires, un projet sur lequel on travaille très longtemps. Alors en fait, il existe des prothèses vasculaires quand vous avez des vaisseaux qui sont bouchés. On fait des pontages. Vous avez déjà entendu pontage cardiaque, des doubles pontages, même des triples pontages. C'est-à-dire qu'on va remplacer les vaisseaux, voilà, par des éléments qui existent. Alors ça va pour du très gros diamètre, du gros débit. Le sang passe à travers. Ça ne fonctionne pas, par exemple, sur les jambes. Et donc, quand les jambes sont bouchées, le sang coagule et ensuite, on a des problèmes de circulation, voire d'amputation. Ça peut aller jusqu'à l'amputation. Et donc, on a besoin de remplacer des petits vaisseaux. Donc on remplace ça par ça. Ça a l'air juste un changement de diamètre, mais les matériaux ne sont pas du tout les mêmes. Parce que ça fonctionne au gros diamètre et ça ne fonctionne pas à petit diamètre. Du fait du sang qui coagule, vous savez que quand on se coupe, le sang coagule. Et donc ça coagule sur tous les matériaux. Et donc le faire à tout petit diamètre avec quelque chose qui soit élastique, souple et qu'on puisse implanter, c'est des choses qu'il faut faire avancer. Alors ce n'est pas une découverte, mais on y travaille à très long terme. D'autres produits, c'est des produits qu'on a déjà développés chez l'homme il y a quelques mois, où on permet de faire l'imagerie du thrombus quand ça a coagulé. Savoir si ça a coagulé, c'est important. Et donc, on injecte ce produit et on voit si ça a coagulé. C'est ce qu'on vient de transférer chez l'homme et les premiers patients maintenant. On se produit et on espère continuer à le développer. Alors l'INSERM, vous l'avez compris, ce sont donc de nombreux métiers, pas seulement des médecins, pas seulement des labos, pas seulement des plateformes technologiques. Mais en matière d'innovation, l'INSERM a développé un nouvel outil. Ce sont les accélérateurs de recherche technologique, les ART. Alors Didier Le Tourneur, un ART, qu'est-ce que c'est en 2 phrases? Un ART, c'est un outil qui va permettre le transfert de technologie. Comme on vient de le dire, l'INSERM, c'est un institut de recherche. On fait des recherches, on apporte des connaissances, on développe des produits, mais ensuite on veut aller jusqu'aux applications, jusqu'au transfert industriel et clinique. L'ART est sur une technologie un moyen de concentrer les outils et les personnels sur cette technologie. Alors pour illustrer votre propos, nous sommes allés à la rencontre de Michael Tanter, qui est justement directeur d'un ART ultrasons biomédicaux. Michael Tanter est ingénieur et physicien. Sa spécialité, l'imagerie médicale ultrasonore, une discipline au croisement entre la physique et la médecine. Les ultrasons, donc ce sont des ondes qu'on utilise en clinique pour voir par exemple les fœtus pendant la grossesse, parce que c'est une technique qui est extrêmement fiable, qui est robuste et qui est sans danger. Les ultrasons, ils sont en train de vivre une vraie révolution parce que jusqu'à présent ils étaient limités à 50 images par seconde, mais on a trouvé des moyens d'aller encore plus vite, beaucoup plus vite. Maintenant on peut voir le corps à 10 000 images par seconde.
Michael Tanter et son équipe travaillent au sein d'un lieu dédié à la recherche et à l'utilisation de ces ultrasons pour la médecine, appelé l'ART Ultrasons biomédicaux. L'ART, c'est l'accélérateur de recherche technologique en ultrasons biomédicaux. C'est en fait un concept surtout qui a été créé par l'INSERM et qui consiste à donner des forces vives à un laboratoire qui vont nous aider à accélérer le développement de nos techniques et accélérer leur dissémination dans d'autres laboratoires de l'INSERM. Cet accélérateur permet aux innovations développées ici d'être utilisées par d'autres laboratoires et hôpitaux et ainsi d'accélérer la recherche. Une initiative inédite qui a déjà porté ses fruits. On a créé déjà pas mal d'innovations qui sont utilisées en clinique. On a notamment développé un concept d'imagerie échographique ultra rapide qui sont maintenant installés dans le monde, des milliers de systèmes dans les hôpitaux. Et puis, bien sûr, on continue à innover. Donc l'ART est en train de développer des systèmes d'imagerie basés sur les ultrasons pour voir l'activité cérébrale. Et ces systèmes, en fait, ils sont déjà disséminés par l'ART dans 7 laboratoires en neurosciences. Donc ça, c'est une première innovation de l'ART. Il y en a d'autres. On est en train de développer des tout petits capteurs qui sont capables de mesurer des paramètres extrêmement complexes sur le cœur et faire des diagnostics de pathologie que les échographes ou les IRM ne sont pas capables de faire. Ces révolutions techniques et cette rapidité de mise en place sont possibles grâce à la vocation de l'ART, l'interdisciplinarité. Cette structure unique regroupe au sein d'une même unité des compétences multiples. Chercheurs, physiciens, cliniciens, administratifs et ingénieurs travaillent ensemble sur chaque projet. On veut que les gens travaillent tous ensemble parce que chacun a une compétence qui est essentielle pour qu'on arrive à notre objectif. Le fait qu'on ait une grosse équipe avec chaque personne en fait, qui apporte sa compétence, ça me permet de tous avancer beaucoup plus vite, d'apprendre plus vite aussi. Moi, je me rends compte en tant que moi qui suis arrivée en thèse, on a une efficacité de travail avec l'ART qui est impressionnante en fait, parce qu'il y a suffisamment de personnes en fait, pour porter tous les projets. C'est qu'en échangeant et en mettant des gens de domaines différents que les grandes découvertes peuvent sortir. Inauguré en octobre 2016, ce premier accélérateur de recherche technologique est un succès qui contribue à l'image de la recherche française sur le plan international. Aujourd'hui, pour être dans la compétition internationale qui est de plus en plus dure et de plus en plus rapide, il faut qu'on invente nous-mêmes nos technologies et qu'on les mette à la disposition d'autres chercheurs avec qui on collabore à l'INSERM pour faire des grandes découvertes. Et donc je suis très fier qu'en France, on ait une initiative comme ça. Une initiative prête à être renouvelée. En effet, l'INSERM a déjà créé 2 nouveaux ART en biomatériaux et en thérapie génique, 2 domaines d'avenir pour la santé. Alors Claire Rabu, on vient de vous voir dans le reportage, donc vous travaillez dans cette ART. En quoi est-ce que c'est un vrai plus pour une jeune doctorante comme vous que de travailler dans ce type de structure ? Pour rebondir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est rien se fait tout seul, enfin aucune avancée ou innovation ne se fait tout seul. On a besoin de plusieurs compétences. Et on va dire qu'on a tous des formations dans un domaine à la base précis. Et pour faire avancer les choses, ce qui est bien, c'est de mélanger les domaines et d'apporter plusieurs compétences pour une même innovation. Et en fait, l'ART propose d'apporter des personnes différentes, des compétences différentes pour faire avancer la recherche, pour que les innovations de l'INSERM puissent bénéficier aux autres laboratoires pour en fait que tout ça puisse aller plus vite. Finalement, plutôt que rester dans son coin, si on travaille avec plusieurs personnes, si on échange les connaissances, les matériels et nos spécialités, on peut avancer plus vite. Et nous, en tant que doctorants, ça nous permet de voir notre recherche être développée plus rapidement, de voir l'impact de ce qu'on fait. Du coup, c'est une émulation positive, c'est vraiment un cercle vertueux. Et voilà, on en profite au quotidien de ce point de vue-là. Justement, Didier Le Tourneur, vous qui êtes directeur de labo, vous dirigez au moins 300 personnes. 200. Est-ce qu'un ART, c'est un accélérateur sur lequel vous pourriez vous appuyer ? C'est un outil tout à fait intéressant. Je collabore avec l'équipe et l'unité de Michael Tanter sur un projet bien particulier. Et effectivement, c'est des compétences qui étaient déjà existantes, mais qui s'amplifient, se concentrent. Et donc, c'est effectivement le but, c'est
de permettre un accès à la communauté à ce genre de technologie. Donc c'est un des outils de mutualisation et de mise en commun. Il existe déjà d'autres choses qui sont des plateformes technologiques, des plateformes d'imagerie, de préclinique, des imageries cellulaires qui sont un petit peu disséminées. L'environnement scientifique est aussi important et les personnes qui font tourner ces plateformes sont importantes. Donc c'est un des outils qui permet d'avoir l'accès à ces technologies. Mais c'est vrai que dans le cas présent, l'INSERM est un peu à la pointe dans cette nouvelle façon d'approcher la recherche. C'est un nouvel outil, oui. C'est effectivement une nouvelle conception d'aller centraliser des technologies et des personnes dans un même lieu dans le but de le développer. Il existe les autres plateformes pour développer la recherche. Et donc, c'est ce qu'on utilise au sein de nos laboratoires qui sont accessibles aux autres personnes. Et c'est plus pour développer les aspects de recherche, de connaissances, d'avancer des projets. Là, c'est plus dans le cadre d'un développement technologique d'aller créer des produits et les développer le plus possible. Sophie Allard, vous êtes séduite par les ART ? Alors, c'est un système qui n'existe pas à Toulouse. Donc, Il n'y en a que 3 pour l'instant. Voilà. Donc, oui, c'est séduisant, bien sûr, oui. C'est quelque chose qui peut se mettre en place assez rapidement ou c'est quelque chose qui est long à mettre en œuvre ou ça dépend des compétences ? Ça dépend surtout des domaines et effectivement, et puis des besoins des gens, de la communauté. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plein de plateformes qui sont très utiles parce qu'elles offrent ces technologies pour faire avancer les projets de recherche. Avancer les projets de recherche, c'est une fin en soi, c'est une finalité très très importante, comme je l'ai dit tout à l'heure. Une découverte, ça arrivera parce qu'on a déjà découvert d'autres choses avant. Et donc, parce qu'on a eu les moyens de le faire. Quelque part, peut-être à un endroit, ces technologies vont se mélanger et on trouvera d'autres choses. Donc, l'ART ou les autres plateformes technologiques sont utiles, soit pour faire du transfert, soit pour faire de la connaissance. Et tous les modèles existent. Et donc, les personnes qui travaillent déjà sur des plateformes sont tout à fait intéressantes et tout à fait utiles aussi à l'ensemble de la communauté, plus pour faire avancer les projets de recherche. Et projets de recherche, de projets de connaissance. Alors, tous ces outils sont évidemment indispensables pour faire avancer la recherche et l'innovation, mais tout repose quand même, on l'a bien compris, sur l'humain. Et le moteur, on le disait tout à l'heure, c'est la passion. Et comment naît la passion de la recherche et de vouloir innover ? Comment est-ce que ça vous est apparu ? Alors, je pense qu'il y a différents modèles et donc ça dépend probablement de l'histoire de chacun. Après, chacun a son histoire et sa sensibilité. On peut peut-être la découvrir assez jeune. Et en tout cas, dans mon cas, j'avais ingénieur de formation, mais avant, j'avais envie de concrétiser. Donc pour moi, ingénieur, c'était concrétiser en faisant des matériaux. Et puis, assez jeune, j'ai trouvé qu'on pouvait concrétiser en faisant des matériaux pour la santé. Et donc, un peu mes deux envies se sont télescopées. Et à nouveau, avec peut-être des hasards, j'ai rencontré des gens qui faisaient des matériaux, mais qui faisaient de la médecine dans leur laboratoire. Je suis allé les rencontrer et j'ai commencé ma carrière de chercheur. Et ça ne m'a plus du tout quitté. Et au contraire, la passion continue. Et la passion, elle existe parce que aussi j'ai compris que vous donniez du sens à vos métiers. Oui, tout à fait. En fait, ce qui est génial, c'est que quand on est... moi qui suis sortie d'école il n'y a pas si longtemps que ça, à l'école, on apprend plein de choses. On trouve ça merveilleux, magique. Et finalement, à un moment, on se rend compte qu'il y a une barrière et qu'on a la possibilité de pousser cette barrière un peu plus loin, on va dire la barrière de ce qui est connu et pas connu. Et c'est génial, en fait, parce que ça nous permet de comprendre mieux ce qu'on a appris et ensuite de pousser ce qui est su aller vers l'inconnu. Et c'est ça qui donne un sens. Et c'est pour ça qu'il y a toujours de la recherche à faire parce qu'il y a toujours des choses à comprendre et on est là à essayer de grignoter un peu l'espace de l'inconnu. Et donc, c'est ça qui a un sens pour nous puisque il y a toujours de quoi découvrir. Enfin, c'est un côté magique, vraiment. Le côté magique, ça c'est important de le souligner, mais quels arguments vous employeriez, Sophie Allard, pour convaincre un jeune de vous rejoindre dans votre laboratoire ? Moi, je dirais, notre travail a du sens, mais au niveau médical. C'est-à-dire, on fait avancer la recherche médicale. On ne va pas sauver des vies, mais on contribue à ça. Et ça, tous les jours, on se le dit et ça donne du sens à notre travail.
Je dirais ça. Je dirais on ne s'ennuie jamais à tous les niveaux, technicien, ingénieur, chercheur. C'est-à-dire le travail n'est pas répétitif. Je dirais aussi que c'est très valorisant, on ne s'ennuie pas et très intéressant au niveau intellectuel. Tout cet ensemble de choses, c'est un petit peu au détriment des salaires, forcément, parce que il faut le savoir aussi. Mais finalement, c'est pas grave. Donc c'est la passion, la magie, oui, la recherche, oui. L'intérêt scientifique. L'intérêt, le sens. Et puis aussi, ce qui est bien, c'est que tout ça réuni, quand même, vous recrutez un peu, Didier Le Tourneur. L'INSERM au sens large. L'INSERM, on recrute. Bon, il n'y a pas que l'INSERM, il y a d'autres organismes de recherche. Il y a les universités, les hôpitaux. Et puis, il y a les sociétés qui sont associées aussi. Il faut penser à l'industrie qui est associée à ces découvertes, qui sont issues de ces découvertes. Quand on crée un produit, qu'il est développé dans une société, ça a été évoqué pour l'ART, les produits se sont concrétisés. Ça veut dire que des sociétés ont été créées, des gens ont été employés. Donc voilà, c'est une concrétisation, non seulement en outils de diagnostic, en outils médicaux, mais aussi en développement économique, en développement de lieux, de sites qui est économique, qui vont se développer grâce à ces avancées. Donc il y a le côté sociétal, social qui est aussi important et on y contribue et on est motivé. On peut avoir des passions dans la vie, c'est-à-dire qu'on peut avoir un travail et une passion, on peut être spécialisé dans tout un tas de passions. Quand on est chercheur, on risque de fusionner tout ça en une seule fois. Et donc chaque jour c'est une passion et c'est un plaisir, malgré les contraintes, malgré les difficultés. Et c'est comme ça quand on est passionné, qu'on continue à avancer. Donc c'est une passion entière et c'est une passion de vie. Et donc voilà, une passion de parcours. Et c'est ça qui peut être intéressant pour des jeunes et pour des vocations. C'est-à-dire qu'on veut des gens motivés. Et si ils restent motivés, ils y arriveront, ils y contribueront à leur échelle. Le mot de la fin pour vous, qui êtes la plus jeune de ce plateau, que diriez-vous à quelqu'un de votre âge qui voudrait se lancer dans la recherche, qui hésite encore un peu, pour lui dire mais venez. La recherche, en fait, ça paraît même pas un métier. Et quand on se lève le matin, on est super content d'aller travailler, mais on n'a même pas l'impression de travailler, on a l'impression de s'amuser. C'est vraiment, je pense pas qu'aucun de nous échangerait son train de vie contre aucun autre, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'être heureux comme ça au quotidien en allant travailler, vraiment. Chers invités, merci pour tous ces témoignages. Merci à vous d'avoir contribué à nous porter un éclairage, je dirais, particulier et très personnel sur l'innovation. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.